Alors, mesdames, messieurs, merci d'être là et bienvenue à cette conférence de presse du ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, sur la présentation du projet de loi 13. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci beaucoup, Louis. Bonjour, hello, Koué, Ségon, Wajia, Oulakout. Avant de commencer, je vais prendre 2 secondes. Ça signifie beaucoup pour moi aujourd'hui. Il y a 3 volets. Un, comme policier, de donner les outils à nos policiers pour agir. 2, la lutte au crime organisé, ça ne vous surprend pas si je vous dis que c'est une passion pour moi. Puis 3, mais aujourd'hui, on l'a fait quand on a fait la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Cette pensée spéciale pour les victimes, pour là aujourd'hui, c'est ce que je vais vous expliquer. Alors, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté, de fébrilité et d'humilité que je vous présente le projet de loi 13 que je viens de déposer à mes collègues. C'est mon premier à titre de ministre de la Sécurité publique. Je remercie toute l'équipe du ministère. Écoutez, c'est un travail colossal. Le Québec est un endroit sécuritaire, c'est vrai, je le dis souvent. Cependant, on a entendu les Québécois nous l'ont dit, il y a des choses qu'ils veulent voir changer, alors on agit. Avant de détailler tous les détails du principe de loi que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous rappeler un petit peu le temps, dans la ligne de temps. Donc, au remaniement ministériel, le premier ministre a dit que la loi et l'ordre, c'était un de nos 4 champs prioritaires. Aujourd'hui, on vous le démontre. Dès ma nomination, j'ai ressenti vraiment une bonne mobilisation. Je vous en ai parlé à plusieurs d'entre vous. J'ai reçu des courriels, des appels, que ce soit des policiers vétérans, des citoyens, des membres des équipes qui ont dit « on a des suggestions, on a des idées, les voici ». Ça a été super, mais c'est un grand nombre. Alors, j'ai pu me fier sur un groupe de 6 experts que j'appelle des sages. Ça n'a pas rapport avec l'âge, en passant. Souvent, quand je leur dis ça, ils disent que ça fait comme s'ils étaient vieux, mais c'est des gens qui sont très reconnus dans le milieu, qui ont pu prendre toutes ces offres-là, ces suggestions-là, les trier, me les suggérer, me donner un coup de main. Et je tiens à leur dire merci aux 6 qui ont fait un travail incroyable de façon bénévole aussi, je tiens à le souligner. Alors, on les a réunis, on fait le tri. Aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter, c'est le résultat de ces suggestions-là. J'ai pu établir 4 grandes priorités pour moi, donc je vous en ai parlé, la lutte au crime organisé, la protection des plus vulnérables quand on pense aux victimes, la lutte contre les violences faites aux femmes, puis renforcer le sentiment de sécurité. Puis d'ailleurs, une des premières annonces qu'on a faites là-dessus, sur le sentiment de sécurité, c'était les contrôleurs routiers, une demande qu'on avait depuis un bout de temps, d'agir pour les armées. Puis je vous confirme aujourd'hui qu'on continue de travailler en ce sens-là, ça avance bien. Première annonce à Sécurité publique, ça a été une annonce en matière de prévention. Plusieurs d'entre vous pensaient que j'irais dans la répression. Mais ma première annonce est une annonce en prévention. 140 millions sur 5 ans. Puis ce que je trouve très important dans cette annonce, c'est qu'il y a un grand volet pour la prévention, pour faire en sorte que les jeunes ne joignent pas des groupes criminalisés, qu'on puisse les aider, parce que vous l'avez vu, quand on parle d'extorsion, quand on parle de plusieurs dossiers présentés dans la grande région de Montréal, il y a les commanditaires de crimes, les adultes, qui passent par des jeunes faire leur sale besogne. Alors, on a travaillé beaucoup sur l'axe prévention pour aider ces jeunes-là à ne pas embarquer dans cette ligne-là. La lutte au crime organisé, c'est une passion pour moi. En 2018, avec Sonia Lebel, dans la campagne, on avait fait la promesse d'agir contre le crime organisé. On y est aujourd'hui, j'en suis bien heureux. Puis vous savez, le crime organisé, même pas nécessairement quand on parle d'eux, moi j'adore parler d'eux, fait qu'on s'entend très bien là-dessus. Dans une de mes premières visites terrain comme ministre responsable des relations avec les Premières Nations, les Inuits, ça a été une rencontre choc pour moi sur la base Côte-Nord, où je suis arrivé face à face avec 3 Hells Angels qui portaient leur patch, en bon français. Et ce qui devait arriver, j'ai vu que par la suite, ils faisaient leur grande randonnée sur la Côte-Nord pour aller dans les communautés, prendre des photos avec les femmes, les enfants, une belle opération de relations publiques. Et malheureusement, on sait ce qui suit par la suite, mais c'est quoi? C'est l'entrée de la drogue, c'est l'entrée des stupéfiants. Et d'ailleurs, il y a 2 semaines, on a fait une grande rencontre à Ouachat pour parler de ces enjeux-là. On a eu des témoignages incroyables de familles qui ont dit à quel point ça pouvait détruire le tissu social, les impacts que ça avait chez les jeunes de leur communauté. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse contre le crime organisé. Vous l'avez vu aussi souvent que moi dans certaines foires, je pense entre autres à Saint-Hyacinthe, où on se retrouve avec un fameux camion Support 81, où on vend toutes leurs cochonneries qui font l'apogée. Puis j'ai bien dit le mot cochonnerie, en passant, je suis à l'aise avec ça. Toutes leurs cochonneries là, qui vient faire la promotion de ce groupe criminel. Ça aussi, on veut agir là-dessus, c'est ce que je vais vous confirmer aujourd'hui. Et parce que c'est important, c'est pas une question de mode en passant, hein. C'est pas de savoir est-ce que le vêtement est à mode ou pas. On sait très bien quel est le but en arrière de tout ça, c'est faire de l'intimidation. En bon français, show of force, c'est arriver à quelque part de démontrer qu'on est un groupe criminel, puis c'est nous autres qui aurons le contrôle de l'endroit. Puis aujourd'hui, le message qu'on envoie, c'est que ça, c'est fini.
On a vu des membres de groupes de motards criminalisés se présenter à des élections municipales récemment. Heureusement, ça s'est bien terminé. Les citoyens ont fait leur choix. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'il faut agir parce qu'il y a un genre de sentiment d'impunité qui est assez fort. Puis ils osent se présenter, ils osent être présents partout. On veut lutter contre la glorification de ces groupes criminels. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Deuxième volet, c'est le registre des délinquants sexuels. C'est un projet de loi qui propose la divulgation publique de renseignements concernant les délinquants sexuels à risque élevé de récidive. Ça, à première vue, quand j'ai regardé cette proposition-là, parce que ça fait longtemps que c'est proposé, que c'est sur la table, j'ai pris le temps de regarder ce qui se faisait ailleurs, parce que j'avais un petit inconfort. Je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un danger de dérapage? Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, que certaines personnes décident de se faire justice eux-mêmes, d'aller voir qui est sur la liste, puis de régler leur compte? Et moi, c'est comme dans mon passé de policier, j'avais vu ce qui s'était passé à New York, où c'était différent. C'était un site d'autodélation. Vous comprenez qu'il y a des gens qui réglaient leur compte avec le voisin là-dessus, qui mettaient les coordonnées du voisin en disant, lui, il approche les enfants ou quoi que ce soit. On est très loin de ça aujourd'hui. On commence à quelque part. On m'avait demandé d'évaluer la possibilité d'en faire un aussi pour les victimes, pour les suspects de violences conjugales à répétition. Au niveau de la volumétrie, c'était un grand nombre. Puis il faut commencer à quelque part. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est environ une centaine de cas qui vont être soumis à un comité de 5 personnes qui vont analyser ces cas-là pour décider quels sont les cas qui vont être mis sur les médias, sur la plateforme publique. Fait qu'on commence à quelque part. Moi, je sens qu'on a l'acceptabilité sociale, les gens sont d'accord, mais encore là, on va consulter, on va entendre les gens, on va être à la bonne place, il faut commencer au bon endroit, faire un premier pas. Et vous allez me dire, pourquoi ce registre-là? Mais ça s'adresse à des gens qui ont terminé leur peine. Ce que je vais vous dire en bon québécois, c'est terminé, là. Ils ont fait leur peine, on ne peut pas rajouter quoi que ce soit, il n'y a pas d'autre filet. On se dit que ces gens-là qui ont haut danger de récidive, on ne peut pas les garder, parce que vous allez me dire, Yann, s'ils sont dangereux, gardez-les. La peine, elle est terminée. C'est fini, il n'y a plus d'autres filets possibles. Nous, on rajoute un filet en disant, pour ces gens-là, pour que les personnes puissent se prémunir contre ces crimes-là, c'est un registre qui va exister. En passant, les gens qui vont être mis sur le registre vont avoir la possibilité de se faire entendre, sont en désaccord aussi. C'est pour une période de 3 ans. Et par voie réglementaire, je vais mettre beaucoup de règles pour baliser ça, justement pour qu'il y ait d'excès. Puis je vous dis, c'est un plus petit nombre. Ça, c'est le registre des délinquants sexuels à haut risque de récidive. Au niveau de l'organisation policière, ce qu'on annonce aussi aujourd'hui, 2 volets bien importants, c'est la mutualisation des services. L'Association des directeurs de police du Québec le demandait, les syndicats aussi, de pouvoir mutualiser des services ensemble. Exemple, service de police municipale sur la rive nord de Montréal qui déciderait de partager ensemble des services de cellules, détention, transport de détenus, enquêteurs, collision, spécialistes en scène de crime. Ils pourraient mutualiser, c'est-à-dire avec l'accord du ministre de la Sécurité publique, ils pourraient partager ces mêmes services-là, les mettre en commun. L'autre volet autochtone, vous comprenez que mes 2 chapeaux se regroupent facilement aujourd'hui. En passant à la lutte au crime organisé, les 2 chapeaux se regroupent facilement aujourd'hui. Problème de crime organisé dans les communautés autochtones, on l'a vu, ça a été dit par les Inuits, ça a été dit par l'Assemblée des Premières Nations aussi. On s'y attaque ensemble. Et là, ce qu'on va permettre, c'est à des corps de police autochtones de se regrouper pour faire une régie. Ce n'était pas possible également avant. Je pense entre autres à des communautés comme Pakwashipi ou Namanchipo qui voulaient partager des services policiers ensemble. Ça va être permis de constituer une régie de police. Je pense à Kibawek, Témiscamingue First Nation. Ils vont pouvoir constituer une régie de police et partager ces services-là ensemble. Ce n'était pas permis, ça va l'être. Ça va permettre d'avoir un service de police, je voudrais, de plus grande envergure, de permettre des promotions aussi, puis surtout de partager le renseignement pour avoir une meilleure lutte contre le crime organisé aussi. En terminant, je vais vous parler du volet encadrement des manifestations. Aujourd'hui, ce qu'on vient faire, on vient mieux outiller les policiers pour encadrer et assurer la sécurité des manifs. Et le but n'est pas de restreindre les manifestations. Vous savez, j'ai passé plusieurs années à Montréal, puis je disais tout le temps, les Montréalais sont très patients. 1500 événements par année où des rues sont fermées, où il y a un impact sur la circulation, puis les Montréalais sont d'accord avec ça. Ce qu'ils nous ont dit clairement, pour eux, ce qui n'était pas acceptable, c'était les actes criminels. Quand les gens viennent pour faire de la casse, ça, c'est une ligne qu'il ne faut pas franchir, c'est pas toléré, c'est pas tolérable. Ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est mettre des outils pour les policiers qui puissent agir. Et moi, j'ai même la prétention que pour les organisateurs de manifestations, ça va être rassurant pour eux de savoir quand il y a des individus qui décident d'entrer dans une manif avec une idée autre que la leur, c'est-à-dire un dessein criminel, on va pouvoir agir sur ces gens-là. C'est ce qu'on propose aujourd'hui. Alors, plusieurs articles de loi, on vient dire de quelle façon on va pouvoir les encadrer. On vient aussi restreindre, puis ça, je vous le dis, puis je suis sûr qu'il va y avoir des questions là-dessus, restreindre la possibilité de manifester devant la résidence d'un élu.
On parle de 50 mètres de sa résidence. Pourquoi? Je l'ai vécu encore là quand j'étais à Montréal. On l'a vécu récemment. Les gens qui vont aller faire du camping, ne pas dire un syndicat X, Y, Z devant la résidence d'un élu municipal. Mais écoutez, c'est une forme d'intimidation qui est assez élevée pour la famille, pour l'élu, pour les voisins. On vient de dire que vous pouvez manifester en passant. Il y a tellement... Moi, dans mon cas, j'ai un bureau de comté. On a des bureaux où vous pouvez manifester partout. Mais devant la résidence privée, personnelle, ça, on croit que c'est une limite qu'il ne faut pas être franchie. Puis c'est là-dessus qu'on va agir aussi. Pour les victimes, j'aimerais laisser la parole à Isabelle. En passant, Isabelle, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec elle. Tantôt, j'en parlais sur la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Elle est mon adjointe parlementaire. J'en suis très heureux parce qu'on garde toujours cette vision victime avec nous, de ne pas les oublier. Alors, merci Isabelle d'être là. Je te laisse continuer. Bien, merci Yann. Bonjour à tous. Comme le disait le ministre, le projet de loi présenté aujourd'hui vise effectivement à augmenter la capacité d'action contre le crime organisé, mais aussi le projet de loi contient des mesures importantes pour renforcer la protection des victimes, notamment en violence conjugale. Premièrement, le projet de loi 13 vient modifier la loi sur le système correctionnel du Québec pour permettre à une victime de prendre la parole devant la Commission des libérations conditionnelles dans un cadre sécuritaire rassurant aux audiences de son agresseur. Auparavant, le témoignage devait être transmis par écrit et était lu par la Commission. On vient mettre un peu d'humanité dans le processus et permettre à la victime de se faire entendre si elle le souhaite. Ça permet aussi à la Commission des libérations conditionnelles de prendre une décision plus éclairée. On lui offre aussi la possibilité d'être accompagnée de la personne de son choix. Ce n'est pas une obligation. Si une victime ne souhaite pas se prémunir de cette disposition, ça reste son droit de choisir de transmettre par écrit son témoignage. Au final, on veut lui donner la conviction que sa voix aurait été entendue, considérée et prise en compte dans le processus décisionnel de la Commission, et non pas lui faire vivre un traumatisme en la confrontant directement à son agresseur. Le projet de loi permet aussi aux policiers de communiquer à une victime les conditions de remise en liberté sous caution d'un suspect avant sa comparution. Non seulement ça permet à la victime de connaître les conditions, mais aussi ça lui permet de prendre les précautions nécessaires et de communiquer avec les policiers pour signaler tout manquement, comme une interdiction de contact, par exemple. Dans un contexte de violence conjugale, le projet de loi vient aussi permettre aux services de police de communiquer avec des organismes d'aide afin de leur fournir certains renseignements sur un suspect. Ça permettra d'assurer une meilleure prise en charge pour leur venir en aide. Dans le cadre du rapport « Rebâtir la confiance », en soulignant l'importance d'offrir des services de qualité aux auteurs de violences et d'agir de manière préventive pour mieux répondre aux besoins des personnes victimes, des services permettant aux auteurs de violences de s'engager dans une démarche de responsabilisation et de changement, c'est aussi augmenter les chances que cessent les comportements violents. C'est aussi un levier pour renforcer la sécurité de la personne victime et celle de ses enfants. Un projet pilote a d'ailleurs été mené où près de 75% des hommes contactés ont accepté une première intervention avec un intervenant. Donc, c'est une mesure d'accompagnement, mais il faut aussi le voir comme une mesure de prévention en offrant aux personnes contrevenantes une aide dont ils ont besoin. Je suis vraiment très fière du projet de loi qu'on dépose aujourd'hui. Ça s'inscrit directement dans notre volonté de renforcer la sécurité des Québécois et je cède la parole au ministre. Merci beaucoup, Isabelle. C'est un projet de loi qui est ambitieux, c'est vrai. Plusieurs articles, vous l'avez possiblement consulté. Isabelle parlait tantôt de tout le volet victime. Je reviendrai sur le volet que j'appelle la loi anti-patch. Je rappellerai que c'est un volet aussi qui est en support aux victimes. On l'a vu récemment quand les nouvelles sont sorties au sujet de Pierre Tombal qui arborait le logo d'un groupe criminalisé ayant pour dessein un Hells and Angels, je n'ai pas dit leur nom.
mais ça a amené un grand malaise pour les victimes qui disaient juste que dans le lieu de repos éternel, on se fait écœurer par ces groupes-là. Aujourd'hui, on va s'éveiller. Ça ne sera pas de façon rétroactive, cependant. Ça va commencer à partir du moment où le projet de loi s'enforce pour éviter ce volet-là. Puis c'est vraiment la glorification des groupes criminalisés. Puis en passant, on vit dans une démocratie. S'ils veulent être entendus puis me convaincre que ce n'est pas un groupe qui fait du mal dans la société, je suis très, très, très ouvert à les entendre. Cependant, moi, je vous dis que les Québécois sont réunis ensemble contre le crime organisé. L'heure de la récréation a sonné. C'est la fin pour eux. Ils ne font plus la